Dans cette vidéo, je vous montre comment apprendre n'importe quoi très vite. C'est ma méthode personnelle. En 14 ans d'affaires, j'ai battu le record Guinness du livre de non-fiction vendu le plus rapidement, générant 106 millions de dollars en moins de 3 jours. Donc, si vous voyez que tout le monde avance plus vite que vous et que cela vous dérange de voir les autres progresser plus rapidement, il se peut que vous ne soyez pas aussi intelligent que vous le pensez. Maintenant, cela a bonne et mauvaise nouvelle. La mauvaise, vous n'êtes pas si avancé. La bonne, c'est gérable. Vous pouvez changer cela rapidement. Voici donc le processus que je vais vous expliquer pour apprendre n'importe quoi rapidement. Premièrement, c'était joli. Je vois ça. C'était plutôt bien. Attendez, nous utiliserons l'original. C'est plutôt bien. Premièrement, comprenons ce qu'est l'apprentissage. Alors, qu'est-ce que c'est? L'apprentissage se déroule dans les mêmes conditions. Un nouveau comportement. Cela signifie donc en réalité que vous faites quelque chose de différent, dans exactement la même situation. Donc si je frappe 2 fois, puis j'ouvre la porte et vous dites « Bonjour, c'est Alex », je réponds « Ferme la porte ». La prochaine fois, tu devras dire « Bienvenue chez Starbucks ». Ensuite, je refrappe, ils ouvrent et ils disent « Bienvenue chez Starbucks ». Même chose, toc toc, nouveau comportement, « Bienvenue chez Starbucks ». On recommence. Si la personne répond autre chose que bienvenue chez Starbucks, elle est moins vive que celle ayant compris d'emblée. Le nombre de fois qu'il te faut pour changer ton comportement dans la même condition indique à quel point tu es intelligent. Parce que apprendre, c'est le même comportement dans la même condition. L'intelligence, c'est la vitesse d'apprentissage. L'intelligence est un taux. C'est une question de rapidité. Si tu réfléchis à la façon dont tu décris quelqu'un comme « il est vif, il comprend vite », on peut voir ça ainsi. D'abord, il saisit les choses très rapidement. Et en termes de nombre d'itérations, cette personne parvient à changer son comportement. C'est bien. Mais devine ce que tu peux aussi faire si tu n'as pas ce niveau, appelons-le d'intellect. Disons qu'il te faut plus d'itérations. Devine ce que tu fais? Tu peux changer ta vitesse d'exécution. Certains ont besoin de 3 itérations pour réussir, espacées d'une fois par semaine sur 3 semaines. Si tu te dis je vais faire 7 itérations d'un coup, car je suis plus lent, mais je les ferai toutes en une seule journée, parce que je ne vais laisser entrer aucune lumière dans ma chambre, et je vais juste rester concentré. Alors, devine quoi? Tu es plus intelligent qu'eux parce que tu changes ton comportement plus vite qu'eux, sur une base temporelle plutôt que sur une base d'itération. Donc, il y a 2 axes auxquels tu peux penser ici. Et c'est important pour moi de réaliser ça parce que moi, je suis allé à Vanderbilt, une école prestigieuse. Je crois que c'est genre dans le top 5 ou 7, peu importe, aux États-Unis. Quand j'étais là-bas, je me sentais moins intelligent que tous les gens dans la pièce. Je me suis alors demandé comment j'allais pouvoir battre ces gars-là. Alors je me suis dit, OK, je vais simplement travailler du réveil jusqu'à 21 heures tous les jours. C'est ce que j'ai fait, de 9 heures à 9 heures. J'allais à la bibliothèque, en cours, à la cafétéria ou au sport. C'était tout. Manger, étudier, sport de 9 à 9. C'était tout. En comprenant ça, j'ai progressé plus vite que les autres, même s'ils semblaient plus doués que moi. S'ils apprenaient en 3 itérations, je faisais mes 10 itérations plus rapidement. Apprendre, c'est lier conditions et comportement. Alors, c'est quoi une compétence? On l'a souvent dit. Une compétence est une chaîne de comportements adaptés. D'accord. Cela signifie que vous apprenez plusieurs choses, même conditions, nouveaux comportements, puis vous les enchaînez ensemble. C'est ça, une compétence. Donc, premièrement, comprendre ce qu'est l'apprentissage. Deuxièmement, déconstruire la compétence. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, les compétences sont généralement découpées en parties plus grandes ou plus petites. Donc, le basket, quand les gens disent qu'il est bon au basket, ils veulent dire qu'il possède de nombreuses compétences liées à ce domaine. Maintenant, dans le basket, il y a le dribble, le tir, la passe, n'est-ce pas? Ce sont des sous-compétences du basket. De la même manière, en affaires, on peut être bon en business ou bien en marketing, en vente, en produits, en recrutement. Toutes ces compétences sont des sous-compétences de ces compétences plus larges. Maintenant, si l'on va encore plus loin, il existe aussi des compétences généralisables entre différents domaines.
Donc, si j'ai une excellente coordination œil-main, je pourrais être meilleur ou apprendre quelque chose plus rapidement. Par exemple, j'apprendrai à tirer plus vite, mais j'apprendrai aussi à jouer au ping-pong plus rapidement. J'apprendrai le service au tennis plus rapidement grâce à mes compétences transférables. Une compétence spécifique ne se généralise pas d'un domaine à l'autre. En fait, plus elle est spécifique, plus son degré de généralisation varie au-delà du simple fait de se généraliser ou non. Donc, je pourrais avoir cette coordination main-œil qui se généraliserait à peu près à tout ce que je fais avec mes mains et mes yeux, ce qui représente beaucoup de choses. C'est ça. Mais est-ce que cette compétence spécifique de tir se généraliserait, par exemple, aux échecs? Probablement pas. Yeux et mains servent, mais pas vraiment. C'est surtout décidé. C'est ça. Et donc, y en a-t-il qui sont plus proches? Est-ce que ça marcherait mieux pour le beer pong? Probablement, ça se généraliserait. Mais lancer franc et le beer pong se généraliseraient probablement dans une large mesure. Pas à 100%, mais pas mal. Et donc, la raison pour laquelle c'est important, c'est que les gens, comme le langage, ça compte. Et donc, certains d'entre vous diront, je veux devenir bon en business, Alex. Le business n'est pas quelque chose dans lequel tu peux devenir bon. C'est un terme fourre-tout qui englobe de nombreuses compétences en dessous. Puisque les compétences sont des comportements et des chaînes adaptatives, c'est-à-dire une suite d'actions menant à un résultat, le business inclut donc aussi le marketing. Et devine quoi? Le marketing est aussi une compétence qui est une chaîne adaptative. Donc tu dois de manière générale continuer à découper, jusqu'à ce que tu parviennes enfin à identifier les compétences que tu peux quantifier en termes de comportement. Et donc, cela fonctionne aussi bien de haut en bas que de bas en haut. Par exemple, lire, écrire et parler sont des compétences généralisables qui s'appliquent à tout. Apprendre en soi est une compétence, comme ta capacité à apprendre, ta capacité à comprendre, n'est-ce pas? Et donc, juste pour revenir à ce petit exemple que j'ai ici, beaucoup d'entre vous veulent apprendre plus, mais comme vous n'avez pas décomposé vos objectifs, vous restez devant l'écran à chercher encore, en espérant trouver une sorte de recette, alors que la solution est de continuer à décomposer en parties de plus en plus petites pour atteindre une unité compréhensible où vous pouvez modifier votre comportement. Je dis ça, mais cela nous amène alors au point numéro 3. Je sais, pas vrai? De petites boucles ouvertes, gardez-les, gardez un peu de piquant, c'est-à-dire que nous devons définir le succès. C'est un terme un peu galvaudé, mais fondamentalement, c'est bien de cela qu'il s'agit. Le succès de la compétence. Nous devons donc identifier les comportements et actions spécifiques qui démontrent la maîtrise de chaque sous-compétence. Nous voulons donc clarifier à quoi ressemble une bonne pratique concrètement. Qu'est-ce que cela signifie réellement? D'accord. Alors donc, si je disais par exemple que je veux devenir bon au lancer franc, d'accord? Cela comporte probablement différentes parties. Il va falloir que je mesure la distance et que j'évalue quel est le pourcentage de mes tirs que j'ai réussi à mettre dans la zone. D'accord. Quel est mon pourcentage de réussite et mon total? À partir de là, je pourrais me demander combien de gestes de finition ai-je terminé. Je n'y connais rien au basket, mais je me dirais, d'accord, est-ce que je finis au-dessus de ma tête? C'est là que je veux mon geste final. Où est mon épaule? Suis-je tordu ou bien droit? Suis-je face au panier? Je l'ai fait souvent. On se dit, waouh, c'est complexe. C'est comme bienvenue dans la victoire, non? Il faut décomposer les choses et vous devez, d'une certaine manière, réfléchir à vous-même comme un enfant. Car notre capacité d'apprendre diminue avec le temps. Nous sommes moins malléables et notre capacité d'apprentissage est moindre. Mais nos aptitudes peuvent s'améliorer. Alors, comment réconcilier cela? Si nos compétences s'améliorent, cela signifie que nous sommes plus précis sur ce que nous devons changer. Et si vous n'êtes pas précis sur ces points, vous vous demanderez longtemps pourquoi vous ne progressez pas. Vous devez donc quantifier au maximum. D'abord, quantifiez les choses, puis vous les décrirez mieux. Sans suivi, c'est que vous vous en fichez. Point. Pour toute compétence utile, ne pas mesurer prouve un manque d'intérêt, car vous ne saurez jamais si vous progressez. Et très rapidement, j'ai passé 200 heures cette année juste à réaliser ce projet pour vous. Voici la feuille de route pour atteindre 100 millions de dollars. J'ai segmenté le business en 10 phases. Identifiez votre situation en saisissant les infos de votre entreprise. Allez sur acquisition.com Roadmap pour un rapport personnalisé. Il indique vos contraintes actuelles et comment passer au niveau suivant.
C'est gratuit, notre cadeau pour vous. Sur cette page, vous pouvez prendre rendez-vous avec notre équipe et nous vous aiderons à clarifier cela et à le dépasser. Passons au point 4. Ignorer la boîte noire. D'accord? Donc, ignorez pour l'instant la boîte noire et laissez-moi vous expliquer plus précisément ce que je veux dire par là. Très souvent, les gens essaient de créer tout un récit complexe autour de la psychologie, de l'émotionnel, du biomoléculaire ou de toutes sortes de théories complexes, un jargon technique ou un charabia totalement incompréhensible. Et donc, je peux dire qu'il est en réalité incroyablement difficile de comprendre pourquoi quelque chose fonctionne vraiment ou les raisons profondes pour lesquelles les individus agissent de telle ou telle manière. Mais ce que nous pouvons observer de manière concrète, c'est si quelque chose fonctionne effectivement ou si quelqu'un a réellement fait quelque chose. Et donc, nous voulons dire, OK, nous avons cette boîte. Il y a un résultat. Au lieu d'essayer de comprendre quelle magie se passe à l'intérieur de cette boîte, nous voulons simplement nous concentrer d'abord sur les entrées. Et ce qui est intéressant lorsqu'on se concentre sur les entrées, c'est que ces mêmes entrées vont vous fournir la boucle de rétroaction nécessaire pour s'améliorer dans la compétence. Donc, en gros, être inefficace, rater beaucoup de fois va vous permettre de devenir meilleur pour ne plus être mauvais. Parce que vous serez si mauvais que vous penserez « Mon Dieu, je suis nul. Je me demande si je peux m'améliorer. » Et puis vous allez ajuster 2-3 trucs et vous vous direz « Waouh, je m'améliore enfin. Je ne suis pas bon. » Mais en continuant à faire des choses qui t'améliorent, tu finis par regarder en arrière et te dire « Si tu t'améliores 100 fois, en fait, tu deviens plutôt bon. » Et c'est pour ça qu'au début, faire plus sans être obsédé par le fait de comprendre pourquoi t'amènera plus près de ton objectif. Parce que très souvent, les gens disent « Eh bien, je veux comprendre pourquoi. » Tu veux qu'on te donne un récit pour satisfaire un besoin psychologique, pas parce que ça fait vraiment une différence en soi. Je vais te donner une analogie ici. Imagine qu'on prenne un cours de tennis. Tu vas jouer au tennis, d'accord? Et disons que tu tiens la raquette. Afin de t'apprendre à tenir la raquette correctement, est-ce que ton professeur de tennis va vraiment te dire « Hé, on devrait chercher à comprendre pourquoi tu tiens mal la raquette ?» Quels sont les différents professeurs qui ne t'ont pas expliqué la bonne manière de tenir une raquette? Et essayons de comprendre l'émotion sous-jacente qui influence ta façon de tenir la raquette. Non. Ils vont simplement te faire tenir la raquette correctement. Donc, pour toi, je t'encourage à ignorer les gens qui essaient de t'imposer tous ces pourquoi, cette psychologie, le subconscient, la programmation neurolinguistique et tout ce charabia. Parfois, il suffit d'envoyer cet email, de dire ces mots, de bouger ton corps ou d'utiliser ta voix ainsi, de garder la tête haute et de regarder droit devant toi. Si l'on ne peut pas te dire quoi faire concrètement avec ton corps, on ne te donne pas d'instructions claires pour réussir. Utilise donc cela comme critère pour savoir qui est vraiment doué pour enseigner les choses et qui ne l'est pas. Parce qu'ils invoqueront un certain mysticisme, comme s'ils étaient connectés à l'univers. Ils vont anthropomorphiser l'univers qui leur murmurerait des secrets. Genre, tu peux l'avoir. Ils disent que ça te parle, mais non, il y a une réalité observable. Et si tu arrives à décrire cette réalité observable, d'ailleurs, c'est très difficile. Il est bien plus facile de dire à quelqu'un d'être charismatique que de réellement trouver ces 37 activités que les gens associent ensuite au charisme. Donc, la façon de t'enseigner à toi-même, c'est de regarder les situations avec un regard d'observateur, comme un scientifique, comme quelqu'un qui ne comprend pas le contexte émotionnel, puis de se demander « Qu'est-ce que cette personne fait pour que ces gens sourient ?» Résultat, sourire. Le déclencheur, cette personne a serré la main de l'autre en entrant dans la pièce. D'accord. A-t-il souri? Oui. Donc il est entré, il a souri, il leur a serré la main. Comment tient-il son corps? Est-il comme ça ou comme ça? D'accord. Donc je dois contracter mes trapèzes et le milieu de mon dos pour pouvoir me tenir droit. D'accord. Quand je fais ça, les gens me perçoivent différemment. Comment est-ce que je sais qu'ils me perçoivent différemment? Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'ils ont plus de chances de accéder à mes demandes. Et donc, c'est ça l'idée. Par exemple, si vous avez déjà entendu ce que je fais, je dis « Les gens diront qu'il a acheté parce qu'on a touché son déclencheur émotionnel. » Où peut-on observer ce déclencheur? Tout ce qu'on sait, c'est « A-t-il acheté ou non ?» Période.
Nous souhaitons donc simplement gérer les variables avant d'obtenir le résultat souhaité. Et pouvons-nous faire davantage de choses qui augmentent la probabilité que ces événements se produisent? Évidemment, pour pouvoir faire tout cela, nous devons mesurer. Si vous ne suivez pas, c'est par désintérêt. Il faut donc mesurer votre succès et vos résultats, sinon vous ne progresserez jamais. Dans mon apprentissage, que ce soit via une formation ou un podcast, je regarde d'abord le top 10%, voire le top 1% des personnes, des... Ensuite, j'observe ce qu'ils font, pas leurs paroles, mais ce qu'ils font réellement à reproduire. Et je vous donne ici le secret ultime. La plupart des experts ignorent pourquoi ils sont doués. Michael Jordan n'est pas un bon entraîneur. Joueur, il a l'instinct. Sans égal, sans discussion possible, n'est-ce pas? Alors comment se fait-il que cet individu, qui est pourtant incroyablement doué au basket, ne soit pas capable de rendre d'autres personnes aussi performantes que lui dans ce sport? Parce que transmettre est une compétence tout à fait à part et enseigner est différent du simple fait de faire. C'est difficile. C'est pourquoi si je pouvais probablement transférer. Quelque chose qui m'a aidé, c'est que j'ai eu des difficultés sociales plus jeunes. Et donc j'ai dû observer, je me disais, pourquoi eux, ils sont cool? Et je ne dis pas que je le suis maintenant, soyons clairs, mais ce que je veux dire, c'est que, pour moi, ils font quelque chose de différent, car leurs résultats diffèrent des miens. C'est ce muscle d'observation. Je dois décrire le monde, mais seulement ce que je vois. Et quand tu fais ça, il devient beaucoup plus facile de décomposer les choses. Parce que tu te dis, en fait, la raison pour laquelle c'est important, c'est que c'est le seul moyen par lequel tu peux communiquer. Et donc, tout le reste du tintouin ne se transmet pas dans le plan physique. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui croient à tout le reste du tintouin, je suis avec vous. Allons-y. Allons-y, manifestation. Mais manifestez sur votre propre temps et concentrez-vous simplement sur les comportements qui favorisent ces bons résultats. Maintenant, quand vous le faites pour vous-même, sans observer le top 1% ou le top 10% pour les reproduire au mieux, vous allez être nul. Et c'est probablement parce que tu n'as pas observé toutes les choses qu'ils font. Et donc tu as le contexte complet de chacun de ces micro-pas qu'ils ont fait et qui ont rendu ça bon. Si tu compares un bon reel et un mauvais reel sur Instagram, par exemple, pour progresser, tu n'as peut-être pas encore la perspective nécessaire ou l'observation pour analyser leurs différences. Mais tu sais dire lequel est nul. C'est déjà un bon début, non? Si tu ne peux même pas distinguer pourquoi l'un est moins bon que l'autre, on ne sait pas vraiment comment avancer. Et on ne sait pas pourquoi c'est nul. On sait que c'est nul à cause de l'algorithme, à cause des vues et à cause des likes, non? Au fond, nous ne faisons que reproduire les compétences observées chez les autres et, une fois acquises, tu commenceras alors à apprendre par l'expérience directe. Tu commenceras donc à apprendre par toi-même. En d'autres termes, vous avez peut-être vu l'interview que j'ai faite avec Amjad, le fondateur de Replit. Nous avons parlé de la façon dont l'apprentissage fonctionne. L'IA doit être entraînée sur des données. On doit trier les données et dire bon ou mauvais en boucle. Quand l'IA peut apprendre dans le monde réel, les boucles de rétroaction s'accélèrent, soit des données de première main. Elles roulaient ici quand soudain un bruit les a fait sursauter et ils ont dévié dans la voie. Et donc, un jour, vous cesserez de trop vous appuyer sur la modélisation des personnes qui vous surpassent. Ensuite, vous produirez un volume énorme. Et puis, à partir de ce volume, vous allez regarder, disons que voici ce que nous avons accompli. Voici tous nos essais. Et nous disons, d'accord, qu'est-ce qui a différencié ceux-ci de tous les autres? Quelle est la différence? Maintenant, il y a forcément une différence, parce que ceux-ci représentent les 10% du haut. Vous ne pourrez peut-être identifier qu'une ou deux différences. Donc, vous prendrez les éléments que vous trouvez différents, puis vous ferez une autre série de nombreuses répétitions. Allez-vous faire cela? Et ensuite, vous aurez à nouveau un top 10%. Et ici, vous tirerez une autre conclusion sur la raison pour laquelle ce sont les 10% du haut. Et ensuite, mais attendez, ce n'est pas tout. Nous allons alors prendre toutes ces déductions. Et ensuite, nous aurons à nouveau notre top 10%. Et ici, vous comprenez l'idée. La densité de vos idées et de vos observations va augmenter comme des couches de peinture.
À chaque fois que vous repasserez dessus, vous apprendrez une chose de plus. Mais je dirais que la clé de l'apprentissage, c'est l'observation. Une fois que vous pouvez observer les différences entre l'état actuel, merci, et l'idéal. Et honnêtement, c'est ça l'écart. Les gens me disent souvent, et je reçois ce compliment, qu'Alex explique les choses simplement. En réalité, il s'agit d'analyser le monde à travers le prisme de l'observation et de se demander qu'est-ce qui différencie ces choses. Et de le regarder presque comme un autiste, où rien n'a de signification particulière. Simplement, cette personne a tendu la main, cette autre personne a tendu la main, cette personne hoche la tête quand l'autre parle. Quand cette personne cesse de parler, l'autre personne ne hoche pas la tête. Pourquoi cette personne ne hoche-t-elle pas la tête quand l'autre parle? Les gens pensent que la personne qui hoche la tête quand l'autre parle a plus d'influence. Donc, pour en avoir aussi quand les autres parlent, je vais hocher la tête et dire « Ouais, ça me va ». C'est intéressant. Continue. Parlez-moi en davantage. D'accord, je vais observer ça. Quoi d'autre fait cette personne? Quand elle demande quelque chose, elle recule d'un pas. Celle-ci ne le fait pas. Pour mieux obtenir ce que je veux, je ferai un pas en arrière. Cette observation distingue les gens qui réussissent de ceux qui ont déjà gagné. Bien sûr, il y a des personnes pour qui c'est naturel. Pour moi, une personne naturelle, c'est quelqu'un qui a observé, pas consciemment, mais qui a appris. Je vais expliquer. Beaucoup d'entre nous apprennent de façon non consciente. Quand vous étiez enfant, tout petit, vous appreniez de votre environnement. Vous aviez 2 ans. Vous vous demandiez, quelle observation papa fait-il aujourd'hui? Je vais l'observer et je vais imiter son comportement. Non, tout ce que vous faisiez, et c'est assez fou, c'est que si vous voyez quelqu'un être récompensé, vous allez automatiquement vouloir faire la même chose. À votre avis, à quoi servent les témoignages? C'est de la modélisation. Ah, cette personne me ressemble. Elle a obtenu ce que je veux. Son comportement consistait à l'acheter. Je vais donc faire de même, imiter ce qu'elle a fait pour réussir. C'est ainsi que ça marche. Donc la 6e étape, c'est qu'on doit analyser les différences, analyser et itérer. Analysez les 10% les plus performants et vos meilleurs résultats. Identifiez les écarts et répétez ce processus par itération successive. Ensuite, la 7e étape consiste en la répétition. Donc, si la nécessité est la mère de l'innovation, la répétition est le père de la compétence. C'est-à-dire que vous répétez ces étapes encore et encore jusqu'à ce que les gens vous qualifient de talent naturel. Et donc, j'ai été, vous savez, chanceux, si on veut utiliser ce mot, d'être bon dans « j'étais bon à l'école ». Je n'étais pas mauvais à l'école. Certaines personnes disent « je suis devenu entrepreneur parce que j'étais nul à l'école ». Moi, j'étais bon à l'école. J'étais bon à l'école. Et quand je suis entré dans le monde des affaires, je l'ai abordé comme un programme scolaire. Vous voyez, je voulais maîtriser tout le jargon et le fonctionnement. C'est devenu difficile pour moi. Beaucoup décrivaient des choses similaires avec des mots différents et c'était déroutant. On me demande donc souvent, quelles sont mes sources d'apprentissage principales? Qu'est-ce que j'apprends? Où est-ce que je vais pour apprendre aujourd'hui? Et la réponse honnête, c'est que la grande majorité de mon apprentissage est de première main. C'est-à-dire, on fait plein de choses. On regarde ce qui a fonctionné, on fait plus de ce qui a marché, puis on recommence. Et ensuite, je vous dis ce que j'ai fait, n'est-ce pas? C'est ça, le processus. Dans un nouveau domaine, j'engage des experts pour démarrer directement à la 9e itération. L'itération 9 comme l'itération 1. Puis ça, je repartirai à 0. Et ensuite, mon but est de les battre dans ce domaine en appliquant ce processus avec une boucle de rétroaction plus rapide que la leur. Et donc, c'est important. Si l'on considère un horizon temporel suffisamment long, la vitesse d'itération est la seule chose qui compte. Pensez-y. Votre vitesse d'itération doit viser l'amélioration, pas de simples changements fortuits. Votre taux d'amélioration sur un horizon temporel suffisamment long, indépendamment de votre point de départ, est le taux le plus important pour gagner. L'équipe qui s'améliore le plus vite gagne à long terme, car votre taux d'amélioration dépasse tous les autres. Maîtrisez ce processus, même simple, et observez objectivement ce que cette personne fait différemment, pourquoi ses vidéos marchent mieux. Pourquoi ces commerciaux convertissent-ils mieux que les autres? Et je veux réinsister sur le point 4. Ignorez la boîte noire. N'essayez pas d'expliquer.
Il y a peu de choses ici que vous avez vues sur ma chaîne. J'utilise rarement le mot « pourquoi ». Je ne peux expliquer pourquoi quelqu'un agit que par le renforcement qu'ils ont reçu. Ils ont été récompensés pour l'avoir fait ou punis pour avoir fait le contraire. C'est tout. C'est la seule chose où je m'engage à dire pourquoi. Pour le reste, je sais juste que c'est ainsi. J'ai gagné un temps fou dans mes cycles de développement sans chercher à comprendre pourquoi les gens font les choses. En réalité, ils ignorent aussi pourquoi ils l'ont fait. Si je demandais « Pourquoi avez-vous fait X, Y et Z ?» Vous ne pouvez probablement pas y répondre consciemment. Vous pourriez émettre un bruit de bouche en réponse parce que vous avez été renforcé par le passé pour répondre aux questions. Mais que ce que vous dites soit vrai ou non, cela n'a aucune importance. Et c'est pour cela que, parfois, lorsque des experts, des personnes qui ont obtenu d'excellents résultats, essaient d'expliquer comment ils ont obtenu ce résultat, leurs paroles ne servent en réalité à personne, car ils ne font que répondre à une question. Donc, si quelqu'un vous a déjà dit, je vais vous donner un exemple de cela. Disons par exemple, si quelqu'un vous a déjà dit « Salut, ça va ?» et vous répondez « Ça va, et toi, n'est-ce pas ?» Vous ne réfléchissez probablement même pas avant de répondre. Ça va. Et toi? Ou autre chose. C'est automatique, non? Pareillement, les gens sont récompensés pour répondre d'une certaine manière. Cette personne va-t-elle vraiment bien quand elle dit ça va? Et toi? Peut-être. Peut-être pas. Qui sait, n'est-ce pas? Et donc, dans le même esprit, quand vous demandez à quelqu'un comment es-tu devenu quelqu'un de réussi? La première fois qu'on leur pose la question, ils réfléchissent un peu, puis ils utilisent la même réponse, encore et encore, surtout si les gens disent « Oh, c'est brillant ». Ils sont donc récompensés pour cela. Mais cela n'a aucun rapport avec le fait que ce qu'ils disent correspond à ce qu'ils ont fait, ou que ce soit la vraie raison de leur succès. Il y a ce célèbre professeur Bergman de Stanford qui a dit une citation à laquelle je pense toujours. Il a dit « Mieux vaut échouer en sachant pourquoi que réussir sans le savoir. Car si vous échouez en sachant pourquoi, vous pouvez corriger le tir et vous améliorer. Si vous réussissez sans savoir pourquoi, vous ne pourrez pas le reproduire. Et je ne dirai jamais que quelqu'un a eu de la chance s'il a réussi. Ce n'est pas ma mentalité. Dans ma carrière, si quelqu'un réussit mieux que moi, je me dis qu'il a fait quelque chose que j'ai manqué. C'est ça, non? Honnêtement, 99 fois sur 100, c'est énorme. Quand je rencontre quelqu'un de meilleur que moi, c'est qu'il a fait des choses que je n'ai pas faites. Je peux compter sur les doigts d'une main les exceptions rencontrées. Et je me suis dit, en fait, je pense juste que... Et la question c'est quoi? Mais quand je dis ça, ça me rend presque malade. Je me dis que je n'ai peut-être pas l'œil pour voir ce qu'ils ont bien fait. Et ça, c'est encore de ma faute. Parce que dire que quelqu'un d'autre a eu de la chance ne m'apporte rien. Absolument rien. Donc, quand je pense à ça, je vous encouragerais à retirer la notion de chance de votre lexique. Je ne dis pas du tout que cela n'a aucun effet. Bien sûr, le hasard et la chance font partie de la réalité, comme tout le reste. La main génétique que tu reçois pour le muscle ou le gras t'est imposée dès le départ. La question est, vas-tu arrêter le sport, la nutrition et les efforts simplement parce que tes gènes sont moins bons que ceux d'un autre? Non, tu veux être sec, tu veux être en forme, tu veux tout ça. Alors tu as reçu cette carte, tu dois donc travailler 2 fois plus dur. Et alors? C'est comme ça. Ils ont juste eu de la chance. Et alors? Vous finirez par mourir tous les deux. Dans 5 générations, tes descendants oublieront tes actes. L'intérêt du jeu est qui tu deviens, pas ce que tu gagnes en chemin. Donc, ça n'a aucune importance s'ils ont eu de la chance. En fait, la chance leur vole l'opportunité de devenir aussi bons qu'ils pourraient l'être, parce qu'ils le veulent. Et je vais te raconter une histoire vraiment bizarre, juste pour te montrer à quel point je suis tordu. Je me souviens, j'avais 21 ans, quelque chose comme ça, 20 ans. J'ai acheté un ticket Powerball avec ma copine de l'époque. Et c'était à ce moment-là où le jackpot était genre d'1 milliard de dollars ou un truc de fou. C'est ça. Tout le monde avait acheté un ticket. Et je me souviens que après qu'on l'ait acheté, ou plutôt après que je l'ai acheté, j'ai eu un moment de pure terreur au moment du tirage. Et la véritable terreur profonde que j'ai ressentie, c'était de gagner, parce que je me disais intérieurement, si je gagne, je ne pourrai jamais prouver que j'en étais pleinement capable par moi-même.
Et Dieu merci, je n'ai pas gagné au Powerball et je n'ai pas remporté 1 milliard de dollars. Parce que si ça avait été le cas, je ne pense pas que... Je ne serais pas moi. J'aime ce que je suis. Et donc, je pense que la chance, même si on dit, il a de la chance. Regardez à quel point ils sont malchanceux. Parce qu'ils n'ont pas connu l'épreuve que vous traversez en ce moment pour devenir la personne que vous serez.